Bon, alors, aujourd'hui, on se penche sur un livre, un monument, il faut le dire, Ah oui, clairement. La Servante écarlate. de Margaret Atwood, exactement. L'idée, c'est plutôt d'aller voir ce qu'il y a sous le capot, de comprendre la mécanique de cet univers et de se demander pourquoi, presque 40 ans plus tard, ça nous parle encore autant. Notre mission, si on peut dire, c'est de déconstruire un peu les fondations de Gilead. Parce que ce qui est fascinant, et c'est ce que toutes nos sources montrent, c'est que cette dystopie a été bâtie avec des briques bien réelles de notre histoire. C'est de la fiction spéculative, comme elle dit, pas de la science-fiction. Exactement. Le but, c'est de mieux voir les fissures potentielles dans notre propre monde. Alors pour commencer, il faut parler du contexte. C'est assez fou en fait. Elle commence à écrire ce livre en 1984. Oui, et pas n'importe où. À Berlin-Ouest. Et ça, ce n'est pas un détail. Alors c'est fondamental. En 84, le mur est encore là, bien solide. Berlin, c'est une ville coupée en deux, une atmosphère de guerre froide palpable. La paranoïa, la surveillance constante. C'est ça. Cette impression d'être épié, la peur de dire le mot trop. C'est l'air que respiraient les Berlinois, et c'est l'air que respirent des Fred à Gilad. Cette ambiance oppressante, elle est directement infusée par ce contexte. D'accord, donc l'atmosphère, c'est Berlin. Mais ce qui rend le livre si terrifiant, c'est cette fameuse règle d'or qu'elle s'est fixée, non? Absolument. C'est la clé de tout, en fait. Sa règle était simple. Ne rien inclure dans le roman que les êtres humains n'aient déjà fait quelque part, à une autre époque. Pas de technologie imaginaire, pas de pistolet laser. Rien. Chaque élément de la cruauté de Gilead a un précédent historique. Les pendaisons publiques, l'interdiction pour les femmes de lire, le vol d'enfants par un régime, tout ça, ça a existé. Et c'est là que ça devient glaçant. On croit lire de la fiction, mais en réalité, c'est un montage d'horreur bien réel. Nos sources détaillent un peu ces inspirations? Oui, très précisément. Il y a trois piliers principaux. Le premier, c'est la théocratie puritaine du XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. Les sorcières de Salem? Voilà. Pour elle, c'est la fondation idéologique des États-Unis, un courant autoritaire, religieux, qui n'a jamais vraiment disparu et qui pourrait ressurgir. Ce qui voudrait dire que Gilad n'est pas une invention, mais une résurgence de quelque chose qui est déjà dans l'ADN américain. C'est exactement ça. Le deuxième pilier, c'est plus proche de nous, la montée de la droite religieuse américaine dans les années 80. Ah oui. Tout le discours sur le retour aux valeurs traditionnelles, le contrôle du corps des femmes, elle a juste poussé la logique jusqu'au bout. Et le troisième? Alors là, c'est peut-être le plus direct. C'est le décret 770 du dictateur roumain Ceausescu, Qui interdisait l'avortement et la contraception. du jour au lendemain, avec des visites gynécologiques forcées dans les usines pour vérifier que les femmes étaient bien enceintes. La phrase de Ceausescu était terrible. Le fœtus est la propriété de toute la société. C'est la définition même de Gilad. On est en plein dedans, et même la cérémonie, ce rituel de viol, ça aussi, ça vient de quelque part. J'allais y venir. Ça paraît tellement tordu. Et pourtant, c'est tiré quasi mot pour mot de la Bible, livre de la Genèse, chapitre 30. Rachel, qui est stérile, donne sa servante Bilhah à son mari Jacob pour qu'elle enfante sur ses genoux. Le régime a juste transformé ça en protocole d'État. C'est d'une perversité psychologique absolue. Bah oui, parce qu'en utilisant la Bible, le régime rend toute contestation blasphématoire. Ce n'est plus de la politique, c'est de la piété. Et face à une oppression pareille, comment résister? Une de nos sources insiste beaucoup sur le fait que la première résistance, elle est dans le langage, dans la tête de Defred. Oui, c'est un point central. La narration de Defred est fragmentée, elle est pleine de flashbacks, de souvenirs. Elle dit elle-même qu'elle est boiteuse et mutilée. Ce qui reflète son traumatisme, évidemment. Bien sûr. Mais c'est aussi là que se cache sa force, Comment ça? Une narration mutilée peut être une arme. par la reconquête des mots. Gilead impose des slogans, des formules toutes faites qui tuent le sens. Par exemple, « waste not, want not », qu'on pourrait traduire par « ne gaspille pas, ne manque pas ». Une phrase de propagande, quoi. Exactement. Mais Defred, dans sa tête, elle se la répète et elle la détourne. Elle pense « I am not being wasted ». Je ne suis pas gaspillé. Ah, c'est subtil! C'est très subtil. Elle prend leur slogan de contrôle et elle le transforme en une affirmation de sa propre valeur. Elle refuse d'être juste un objet, un utérus qui pourrait être gaspillé. Donc le vrai champ de bataille, c'est la langue. Le régime vide les mots de leur sens. Et elle se bat pour leur en redonner un, en secret. C'est ce qui la maintient en vie, dans un monde qui lui a tout volé, y compris son nom, sa narration.
C'est son seul espace de liberté. Et cette liberté intérieure, elle se confronte sans arrêt à des symboles d'oppression très puissants. L'esthétique de Gilead est une arme en soi. Et bien sûr, il y a cette couleur, le rouge. Le rouge des servantes, c'est d'une densité symbolique incroyable. Une de nos sources nous rappelle un truc contre-intuitif. Historiquement, en Occident, le rouge, c'est une couleur de pouvoir masculin. Les empereurs, les cardinaux. C'est ça, les rois, les soldats. C'est la couleur du pouvoir, de la guerre. Donc à Gilead, ils prennent ce symbole de pouvoir masculin et ils l'utilisent pour marquer les femmes les plus impuissantes de la société. C'est une démonstration de force totale. On est si puissant qu'on peut même détourner vos symboles. Mais ce qui est fort, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le rouge, c'est aussi le sang, bien sûr. Celui des règles, de l'enfantement. Leur fonction biologique, qui est à la fois leur valeur et leur prison. Mais c'est aussi la couleur de la passion, de l'amour, de la sexualité. Tout ce qui leur est interdit. Et du péché, j'imagine. Il y a une référence directe à la lettre écarlate. Évidemment, la femme marquée pour son péché sexuel. Et dans la Bible, la prostituée de Babylone est vêtue d'écarlate. Elle porte tout ça sur elle en même temps. La vie, le péché, la sainteté potentielle et la honte. Et au-delà de la couleur, il y a les noms. Defred. L'outil de déshumanisation ultime. Ce n'est pas un prénom, c'est Defred, appartenant à Fred. Si elle change de commandant, elle change de nom. Exactement, elle devient Deglen, Robert. Son identité est effacée. Elle n'est plus une personne, elle est une propriété. C'est d'une violence. Et il y a aussi le jardin de Serena Joy, la femme du commandant. Les fleurs y sont très importantes. Ah oui, le jardin, c'est un microcosme de Gilead. Serena est stérile, donc inutile selon les normes du régime. Elle ne peut rien faire pousser en elle, alors elle reporte tout sur son jardin. Les fleurs, les tulipes rouges surtout, deviennent une métaphore de la fertilité de Defred. Tout à fait. Et il y a cette scène terrible où Serena, de rage, mutile les fleurs. Elle coupe les capsules de graines des tulipes avec ses cisailles. C'est un acte de violence symbolique. C'est ça, c'est sa haine, sa jalousie envers la fertilité de Defred qu'elle attaque. C'est le régime qui monte les femmes les unes contre les autres. Et toute cette puissance symbolique, elle a complètement explosé avec la série télé de 2017. Le costume de servante est devenu une icône mondiale. Absolument. La série a fait du roman un phénomène planétaire. Tout d'un coup, la cape rouge et le bonnet blanc sont devenus un symbole de protestation. On l'a vu partout, dans les manifs pour le droit à l'avortement. De l'Argentine à la Pologne, en passant par les États-Unis, c'est devenu le signe de ralliement de la lutte pour les droits des femmes. Et c'est là qu'il y a un paradoxe fascinant, parce qu'une de nos sources, un article très critique, soutient que la série, en s'éloignant du livre, a fini par trahir le féminisme du roman original. Oui, c'est une analyse très intéressante. L'article pointe plusieurs problèmes, surtout à partir de la saison 2. Le premier, c'est ce qu'il appelle l'essentialisme. La série réduirait toutes les motivations des femmes à la maternité. C'est-à-dire ? Par exemple, dans la série, les servantes qui portent l'enfant né d'un viol finissent toutes par l'aimer d'un amour inconditionnel. C'est une vision un peu simpliste de la psychologie post-traumatique, non ? Oui, le livre est beaucoup plus nuancé sur les sentiments de Defred. Voilà. La série, d'après cette critique, transforme un enjeu politique en un instinct maternel presque sacré, ce qui est une vision beaucoup plus traditionnelle en fait. D'accord. Et l'autre critique ? L'esthétisation de la violence. La série est visuellement sublime, c'est vrai, C'est magnifique, oui. mais l'article se demande si on ne tombe pas dans une certaine complaisance. Les scènes de torture sont filmées au ralenti, avec une musique poignante. L'horreur politique devient un spectacle esthétique, presque beau à regarder. Et ça peut désamorcer son impact. Ça leur rend consommable, en quelque sorte. C'est ça. Et le dernier point, c'est la question de la résistance. La fin du livre est ambiguë, mais elle suggère l'existence d'un réseau collectif. La série, elle, se concentrerait sur des récits d'évasion individuelle. L'héroïne exceptionnelle qui s'en sort, souvent aidée par des hommes comme Nick. Exactement. On passerait, selon cette analyse, de la survie collective à l'héroïsme solitaire, ce qui n'est pas tout à fait le même message politique. C'est incroyable de voir comment tout s'emboîte. On part de fragments d'histoire, on construit une résistance par le langage, on utilise des symboles forts, et ça donne une œuvre qui finit par déborder dans la rue et provoquer des débats sur ses propres adaptations. C'est toute la force de la dystopie réussie. Son but, ce n'est pas de prédire le futur, mais de nous tendre un miroir pour qu'on regarde notre présent d'un œil plus critique. Et Atwood elle-même nous laisse un dernier avertissement avec le tout dernier chapitre du livre, les notes historiques. Ah, ce fameux épilogue. Oui,
On est en 2195, à un colloque universitaire. Des historiens analysent le témoignage de Defred retrouvé sur de vieilles cassettes. Et c'est un coup de génie, hein, mais c'est aussi un coup de poing. Parce que ces universitaires du futur, ils traitent le récit de Defred avec une distance. Froide, académique, presque désinvolte. Le professeur qui mène la conférence fait des blagues misogynes, il se plaint des lacunes du récit. Le calvaire de Defred est devenu pour eux un simple objet d'étude. Un artefact. C'est la menace ultime, en fait. Pas seulement l'oppression, mais l'indifférence qui suit, quand on croit que le danger est passé. Exactement. L'horreur qui devient une note de bas de page. Et ça nous laisse avec une question un peu dérangeante pour nous tous qui consommons ces histoires. En lisant le livre, en regardant la série, en discutant comme on le fait là, comment on s'assure que notre analyse ne devienne pas, elle aussi, une forme de distance confortable? Comment on fait pour ne pas finir par ressembler à ces historiens de 2195, fascinés par le puzzle mais insensibles à la douleur humaine qui est au cœur de l'histoire? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.